La particularité du Millennium Challenge a été d'abord qu'il traverse les régimes politiques, aussi bien en Amérique que dans nos pays, puisqu'il est bâti sur des valeurs universelles. Et je rappelle que c'est sous le président Bush que ce projet a été lancé aux États-Unis. Le président Obama l'a confirmé, consolidé. Chez nous, mon prédécesseur, le président Wade, était là lorsque le Sénégal a été éligible. Nous avons, avec différentes péripéties, essayé de mettre en place le Compact Sénégal. Et l'intérêt aussi, c'est que le Millennium a dit au pays, c'est à vous d'abord de proposer votre vision du développement, vos besoins, pourvu que ces projets permettent de lutter premièrement contre la pauvreté, deuxièmement d'impacter la croissance, afin d'améliorer le vécu de vos populations. Bien sûr, sous la contrainte qu'il faut évoluer dans une démocratie, dans des standards, et que, une fois qu'on est élu, il ne faut pas croire qu'on a échappé à cette contrainte. Il faudrait pouvoir rester dans le train positif de la bonne gouvernance et de la démocratie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je me réjouis, au nom du Sénégal, de constater qu'un important compact a été signé, 540 millions de dollars, qui permettront d'abord la continuité territoriale du Sénégal. Et vous savez, nous avons la particularité que le Sénégal, suite au congrès de Berlin en 1885, a été partitionné comme la majorité des pays africains, et qu'à l'intérieur du Sénégal, on a créé un État, la Gambie. Et pour aller du nord au sud, il faut traverser un pays qui d'ailleurs n'a de frontière qu'avec le Sénégal. C'est ça aussi le paradoxe de l'héritage colonial. Pour aller en Casamance, les Sénégalais ont des difficultés, des entraves. Et le fait que cette route du Sud est une route essentielle d'intégration, mais aussi de continuité territoriale, permettra la valorisation des importantes ressources de la verte Casamance. Ça, c'est le premier projet au Sud. Au Nord, vous avez également une route qui va relancer la production agricole, car la région de la vallée du fleuve Sénégal au Nord est une région potentielle en matière de développement agricole. Alors cette route de Richard Toll à Ndioum pour 120 km, avec aussi un pont à Ndioum qui va relier l'interland, ce qu'on appelle le pays des trois fleuves, qui était jusque-là quasiment abandonné à chaque fois qu'il y a une saison de pluie, l'île à Morphée est coupée du monde. C'est dire l'impact de ce projet sur le développement du Sénégal et sur sa croissance. Bien entendu, il y a un volet important qui est le volet aménagement des terres agricoles, qui rentre en droite ligne avec ma politique de production agricole dans le cadre de la sécurité alimentaire, avec l'aménagement de 10 000 hectares dans le delta de la vallée du fleuve Sénégal. Donc, pour dire, Excellence, que le Sénégal va travailler dans cette direction, puisque c'est d'abord notre choix de démocratie, notre choix d'évoluer dans le cadre d'un état de droit. Et l'exemple devant venir des dirigeants, moi personnellement, j'ai considéré, étant élu pour un septennat, que j'ai trouvé qu'il y avait un septennat, de mon point de vue, le septennat est révolu. C'est le temps des rois et des empereurs. Dans les démocraties modernes, il me semble que les mandats doivent être limités dans le temps, limités en termes de nombre de mandats, et donc j'ai décidé de m'appliquer personnellement cette réduction de charité bien ordonnée, commençant par soi-même, il faut donner l'exemple, pour ne tenir un mandat de 5 ans. J'espère qu'à la fin de ce mandat, le peuple sénégalais on fera l'honneur de renouveler le mandat, mais enfin, peu importe, renouveler ou pas, je ferai 5 ans. C'est un exemple que j'ai voulu en fait commencer par moi, pour dire que c'est aussi la fin de l'impunité. C'est l'état de droit, c'est les réformes pour que les citoyens soient égaux devant la loi, pour que les ressources du pays servent au développement du peuple, au développement économique et social du pays. Et c'est dans ce cadre que j'ai aussi un volet essentiel de la réduction du train de vie de l'État. La réduction des institutions lourdes qui ne sont pas sans impact direct avec le développement. Vous avez entendu que le Sénat du Sénégal vient d'être éliminé.
Cela peut choquer dans une grande démocratie. Mais lorsque le Sénat est constitué par 65% de sénateurs désignés par le président de la République, je pense que nous pouvons nous passer de ce Sénat. Je ne suis pas contre l'institution elle-même. Les réflexions ultérieures pourront permettre, lorsque les conditions économiques seront encore plus favorables, de repenser une institution aux côtés de l'Assemblée nationale avec des critères de démocratie, un mode de désignation plus démocratique, de façon à pouvoir peut-être revenir, ce sera en fonction du choix des Sénégalais. Les réformes sont nombreuses, le président Yahi Boni l'a dit. Je souhaite que l'Amérique et le monde comprennent que nous avons une Afrique nouvelle, avec des leaders nouveaux qui en veulent pour le développement du continent et qui sont prêts à travailler dans le cadre d'un partenariat gagnant. Pour cela, il faut que l'Afrique soit renforcée dans ses capacités, que l'Afrique cesse d'être la vache laitière également des multinationales, qui viennent avec des capacités que nous n'avons pas, pour faire signer n'importe quoi à nos officiels. Et les ressources africaines, pour l'essentiel, sont polluées, qu'il s'agisse de ressources minières, de ressources pétrolières. L'Afrique ne bénéficie pas de ces richesses. Voilà pourquoi, malgré le sous-sol extrêmement généreux, vous avez des pays d'une pauvreté déconcertante. L'Afrique, on le sait, est le berceau de l'humanité. C'est aussi un condensé de minéralisation, de ressources pétrolières. Mais à quoi cela sert-il aujourd'hui d'avoir du pétrole? Moi qui ne suis pas un pays pétrolier, je n'en ai rien aux pétroliers, au fond. Si ce n'est des problèmes qu'ils ont, et des conflits, et des guerres qui sont financés en dehors de l'Afrique. Donc ce sont des défis auxquels nous pouvons encore ensemble travailler pour qu'il y ait un nouvel ordre mondial. L'humanité n'a jamais été, on l'a dit, aussi riche qu'elle l'est aujourd'hui. Les technologies n'ont été jamais aussi performantes, mais de notre côté, la pauvreté n'a jamais été aussi grande qu'elle l'est aujourd'hui. Donc il faut régler cet équilibre pour que nous vivions un monde nouveau, et c'est dans cet idéal que nous, Africains en tout cas, de cette génération, sommes prêts à travailler d'égal à égal, de partenaire à partenaire, dans un cadre gagnant avec vous. Et je finis par ces mots en remerciant le gouvernement et le peuple américain pour cette nouvelle philosophie de la coopération, bâtie non pas sur les intérêts des États-Unis, mais juste sur l'accompagnement pour que la démocratie, la transparence puissent aider nos États à se développer. Et je pense que c'est une voie que nous partageons. Je vous remercie de votre attention. De l'aménagement des terres agricoles, de faire des garderies d'enfants pour les femmes rurales. Jusque-là, c'était un privilège réservé aux femmes urbaines. Déjà, le Sénégal, à travers un projet novateur, la carte du tout petit, qui a été un concept initié par le président Ouad, qui était le prolongement de l'éducation préscolaire, et qui a permis en milieu rural également d'introduire cet enseignement préscolaire. Eh bien, le MCC, dans le cadre du Sénégal, a prévu des garderies d'enfants en milieu rural afin d'alléger un peu la pénibilité du travail des femmes, qui déjà sont éprouvées par différents travaux ménagers. Je crois également que la question de la femme est une question transversale, tout comme l'éducation est transversale. Et donc, il faudrait voir les impacts sous l'angle des effets induits du projet. Lorsque vous allez donner de la richesse en milieu rural, vous trouverez les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, dans notre pays, les femmes ont des droits réels, y compris jusque dans le droit foncier, où elles sont propriétaires, où elles sont organisées sous forme de coopératives ou bien de groupements féminins, qui peuvent avoir accès au crédit, qui peuvent avoir accès à la terre et qui peuvent donc par conséquent aménager le périmètre. Et cela est quelque chose de très courant dans le milieu rural sénégalais. Nous avons aussi, je pense, du point de vue de l'éducation, très tôt développé une discrimination positive à l'égard des femmes. Cela à travers ce qu'on a appelé la SCOFI, c'est-à-dire la scolarisation des jeunes filles.
au point aujourd'hui qu'il y a eu inversion. Au Sénégal, il y a plus de filles alphabétisées, plus de filles à l'école que de garçons. Et même dans les résultats des examens, y compris à l'université, les filles vraiment dans le pion aux garçons. C'est devenu une réalité chez nous. Mais ça va poser plus tard des problèmes de société aussi. Parce que lorsque vous aurez toute l'intelligence qui est féminine, et je ne dirais pas les crétins, donc c'est vraiment aussi un problème de société qu'il faut voir. Mais c'est un problème qui est bien ancré et sur lequel je pense que nous allons prêter une attention très particulière. Je voudrais sur cette question de la parité dire que le Sénégal a fait un pari sur la promotion de la femme. Vous savez que nous avons maintenant voté au niveau de la Constitution et des lois du pays la parité intégrale pour toutes les fonctions électives. La dernière élection législative a été donc l'exemple où nous avons mis en œuvre cette parité intégrale. Évidemment, cela n'a pas été facile. Où les listes pour être acceptées sont obligées d'être paritaires. Et c'est ainsi que, par le fait bien sûr aussi du scrutin proportionnel, nous avons eu, bon non pas 50-50, mais tout de même 64 ou 65 femmes et 75 hommes. Donc c'est vous dire, à l'Assemblée nationale du Sénégal. C'est une progression remarquable et je pense que c'est un pari aussi que nous avons fait sur l'avenir. Maintenant, Aminata, je pense que pour ce qui concerne l'éducation, le Sénégal fait beaucoup. Puisque l'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans est prescrite. Ils sont tenus de garder les enfants à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais qu'est-ce qu'ils y font? Quelle est la qualité de notre éducation? C'est toute la problématique qui est posée. Mais l'Afrique a quand même ceci de particulier que nous sommes tous, pour la plupart en tout cas, des produits de l'école publique. Nos pères n'ont pas payé, n'avaient pas les moyens de payer pour nous des études dans les universités aux États-Unis, en France ou ailleurs. Il a fallu que la communauté ait payé pour nous à travers un système d'éducation publique jusqu'au supérieur. Et ça, il est essentiel qu'on préserve cet acquis démocratique. Parce que l'école doit rester un ascenseur social qui récompense le mérite. Il faut encourager l'excellence, il faut encourager l'enseignement privé, mais il faut que l'État soit là pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui aient les mêmes chances de réussir. Et dans ce cadre, le Sénégal fait beaucoup pour ses élèves, pour ses étudiants. Nous donnons présentement plus de 33 milliards de francs CFA, c'est quand même 62 millions de dollars sous forme de bourses uniquement, dont 9 milliards, donc 18 millions de dollars qui sont destinés aux seules bourses étrangères. Là aussi, moi je dis, les bourses étrangères, il faut aussi pouvoir les donner aux étudiants qui vont étudier dans des domaines qui intéressent le développement du pays. Il ne faut pas aussi donner des bourses comme ça à tout vent. Il faut que les enseignants, les étudiants qui vont à l'étranger étudient selon les vocations du pays